fait écouter la voix des grands lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique et des grands lacs. Yimumva ni radiyo, yimumva ni radiyo, ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Fidèles auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Pour notre émission de ce mardi 6 septembre 2022, nous avons invité M. Ombe Nyamombeza, qui est ressortissant congolais, de Bukavu précisément, mais qui habite aujourd'hui, qui vit en Finlande. Je vais lui demander de se représenter une énième fois, très brièvement, parce que vous le connaissez déjà. Mais le sujet du jour, comme vous pouvez vous y attendre, c'est la situation en RDC, notamment la situation sécuritaire dans ce pays. Ombe Nyamombeza, bonjour. Bonjour, messieurs l'ambassadeur et chers frères. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans nos studios de la Voix des Grands Lacs, votre chaîne, hein, parce que vous avez été là lorsque nous avons commencé nos émissions. Et comme je viens de le dire à nos auditeurs, le sujet du jour, le thème du jour que vous aurez à développer avec nous, c'est l'état des lieux de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et en particulier dans sa partie est, c'est-à-dire dans les deux Kivu, en Ituri et si vous le voulez bien dans d'autres provinces, hein, si c'est nécessaire. Donc, je vous laisse la parole pour déjà entrer dans le vif du sujet, pour nous présenter la problématique. Et puis, à chaque fois, si j'ai des questions à vous poser ou des compléments d'informations à donner, je n'hésiterai pas. À vous la parole, Monsieur Ombe Nyamombeza. Merci encore une fois de cette invitation et cette occasion qui nous est beaucoup plus chère, afin de partager, n'est-ce pas, nos points de vue, nos idées, nos affirmations, nos confirmations et pourquoi pas nos infirmations sur la situation qui prévaut dans nos pays des Grands Lacs, beaucoup plus particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais pour nos auditeurs qui leur serait la première fois de m'écouter ou de me voir, comme vous veniez de me présenter, je m'appelle Nyamombeza Ombe, je suis congolais, je suis d'origine congolaise, je suis de l'Est de la République démocratique du Congo et je vis en Finlande. Je suis de près tout ce qui s'est fait dans mon pays et pourquoi pas dans le pays des Grands Lacs, parce que parler du Congo signifie aussi parler du Rwanda, signifie aussi parler du Burundi, signifie aussi parler de l'Ouganda. Ici, je vais dire pas parler du Congo en général, mais parler de la sécurité du Congo actuellement. Pourquoi je fais mention à cela? C'est parce que ce sont les acteurs qu'on peut en ce moment, ou bien depuis un certain temps, en tout cas, on a pu pointer du doigt, qui jouent un certain rôle d'une façon directe ou indirecte à la déstabilisation de la région et plus particulièrement la RDC dans sa zone est. Eh bien, vous veniez de me demander de parler sur l'état des lieux général et de la situation sécuritaire en RDC, mais aussi du nord Kivu, du sud Kivu, l'Ituri et pourquoi pas ailleurs au Congo. Eh bien, c'est une question qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, qui va nous amener à décortiquer beaucoup plus de situations sur le plan géopolitique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique, et j'en passe. Permettez-moi alors de présenter quelque chose d'abord, ou bien de faire mention
de certaines choses dans un sens beaucoup plus global et général sur l'étendue de la République démocratique du Congo. À la une, au Congo, présentement, se parle la situation qui fait le buzz, si je peux le dire comme ça, tout autour des émoluments des députés nationaux qui s'élèvent à 21 000 $ par mois. Écoutez, je répète bien, 21 000 $ par mois, alors que le reste de la population congolaise vit en dessous d'1 € ou 2 € tout au maximum par jour. Si vous comparez ces émoluments mensuels d'un seul député au Congo au salaire de nos forces armées, de nos militaires, de nos policiers qui travaillent acharnement jour et nuit, écoutez, ça fait de la chair de poulet. Comparer le salaire de ces, ou bien ces émoluments des députés au salaire de l'enseignant congolais, aux fonctionnaires de l'État, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Et ça, on ne fait parler que, ou bien on ne parle que des émoluments des députés. Mais si nous parlons maintenant des dépenses, si nous parlons des revenus mensuels des acteurs politiques de la RDC, depuis la présidence jusqu'aux basses institutions, je vais utiliser un terme lequel un de vaillants juristes lors du dossier du 100 jours qui a opposé la République à M. Vital Kamerhe, président de l'UNC, il eut qualifié les détournements, soi-disant détournements, je ne sais pas, auxquels faisait face la partie Kamerhe, il l'avait considéré, ou bien il les avait considérés comme des détournements ou bien un détournement intellectuel. Je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui avec les salaires et les émoluments, les salaires des fonctionnaires de l'État, pas de fonctionnaires, je voulais corriger cette chose, parce que les fonctionnaires sont les premiers qui en souffrent. Je voulais dire donc que les gens qui sont près de la ceinture proche du président, du bureau présidentiel de la République. Donc, c'est de l'anarque intellectuelle. Je pense qu'il est temps que, comme ça s'est fait dans des pays civilisés, comme ça s'est fait dans des pays où la démocratie a vu le jour de le premier temps, que le peuple congolais jouisse de ce droit-là de savoir les revenus de ce que se disent les leaders de ces pays. J'ai suivi une brève vidéo sur YouTube. Le président Macron, président français, a visité une certaine école quelque part en France. Et le brave lui a demandé, Monsieur le Président, combien vous touchez par mois? Quels sont vos revenus mensuels? Sans hésitation ou embâche quelconque, le président lui a répondu avec toute clarté. Il lui a dit, écoutez,
mon salaire brut s'élève à 13 000 dollars, à 13 000 euros par mois. Et après tout, le net n'est que de 8 500. Voilà. Et un jour, on demandera à notre président quelque part, sous les micros d'un certain journaliste, on lui demande quel est votre salaire. Il nous a répondu, moi-même, je ne le sais pas. Voilà combien ce pays est en train de se faire piller. Le vice-président du Sénat du Congo, pas du Sénat, du Parlement, le premier vice-président, je vais bien dire, M. Mbata, a des émoluments de 200 000 dollars, s'il vous plaît, par mois, en dehors de toutes les autres magouilles qui se font tout autour de la finance du Parlement. Et alors, ceci, vous allez le lire en tout cas dans tous les médias congolais aujourd'hui, ça fait du buzz, ça se discute dans tous les ateliers, ça se discute dans tous les sentiers du Congo, et malheureusement, le Congolais n'en trouve pas aucun éclaircissement des concernés, de la part des concernés. Deuxième point de ce qui s'est dit au Congo aujourd'hui, c'est la kassaïnisation des institutions publiques, si pas même de tout un pays. La semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez dire par kassaïnisation? La kassaïnisation, je vais essayer un peu d'entrer dans un petit détail. Présentement au Congo, de nos jours au Congo, presque, je veux bien dire, pour ne pas beaucoup plus préciser, mais 50% des acteurs politiques dans les institutions nationales sont occupés. Donc, ces places sont occupées par des personnes qui sont ressortissants du Grand Kassai. Grand Kassai, ça veut dire tout ce qui appartient donc à cette hégémonie ethnique. Et alors, et que cela ne suffit, la semaine dernière, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait une nomination de mandataire de la République dans les entreprises et établissements publics, où il a nommé 24 sujets. Et parmi les 24 sujets, 17, je vais bien dire, 17 parmi les 24 sont tous ressortissants du Grand Kassai. Voilà pourquoi ici, j'ai dit, ou bien je fais mention, j'ai usé ce terme kassaïnisation des institutions de la République. Ce n'est pas une chose que je tire seulement de ma tête, parce que cet article est sorti même donc je vais dire, certains médias ont parlé du sujet, et plus particulièrement l'Okapi. Mais écoutez, si je peux faire mention, si vous le permettez, mention de certains sujets de ces gens-là, ou bien si ça suffit que l'on passe comme ça, mais tout ce que je voulais apporter comme idée, comme orientation d'idée à cette affaire, c'est une honte pour toute une république qui est composée de plus de 400 ethnies, d'aller dans n'importe quel bureau désormais à Kinshasa et de ne vous faire approcher que par la langue Luba. Vous entrez dans le bureau à Kinshasa aujourd'hui,
Absolument. La langue Luba, c'est une des langues nationales. Je le veux bien. Là, jusque-là, il n'y a pas de péché de se voir approcher dans un bureau dans la langue Luba, dans la langue Lingala, dans la langue de Bakongo, en langue Swahili. Mais pourquoi maintenant cette particularité avec la langue Luba? C'est tout simplement une façon de, comment, mettre en exerce alors cet ethnisme, donc cette façon de prendre tout un pays en otage et de ne le confier qu'à un certain groupe ethnique. Et en tout cas, avec notre dernière énergie, nous disons non. Il faudrait que le président de la République se souvienne aussi d'autres souches ethniques de ces pays. Les gens en souffrent trop. Et alors, ce qui a fort touché les esprits des gens, parmi les 17 personnes ressortissantes donc de Ségon Kassai, se trouve le célèbre, donc la famille du célèbre Pius Mwabilu Mbayu Mukala. Pour les gens qui nous suivent de près et qui suivent l'histoire de près ou bien la politique congolaise de près, l'illustre, c'est un ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat aujourd'hui, et il l'a été depuis au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Avant d'accéder au ministère, il était député national. Son suppléant, propre à lui, fut sa fille, qui a directement pris la place de son père au Parlement. Aujourd'hui, autour de son cabinet, il y a ses filles, il y a ses fils, il y a ses gendres, il y a ses cousins. Parmi les 17 sortis sur la liste de la nouvelle nomination du président, figure encore une fois la fille de Mwabilu, qui porte aussi le même nom de Mwabilu, qui est aussi donc la fille des papas, directrice de médias de la famille. Donc, vous allez trouver quelqu'un dont toute la famille, sa femme aussi, occupe une fonction quelconque là. Donc, vous allez trouver toute une famille, pas une famille restreinte, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, une famille élargie qui occupe tout un ministère. Et cela, on trouve normal désormais au Congo. Quand nous levons nos voix pour dire non à ces virus, tout simplement parce que nous sommes de l'Est, voilà, nous sommes directement considérés comme des oiseaux de mauvais augure, et tout de suite là, comme c'est le virus qui circule partout à l'ouest de notre pays, et plus particulièrement au Congo, nous sommes à Kinshasa, pardon, nous autres de l'Est, nous sommes traités directement de Rwandais. Mais ça doit finir ça. Ça, c'est une rwandophobie maintenant qui dépasse l'excès, l'intolérable. Nous avons droit à ces pays comme tout autre Congolais de l'autre zone ou de l'autre entité de ces pays. Et alors, Monsieur Nyamombeza, pour résumer, ouais. Bien sûr, la Voix des Grands Lacs nous a donné aussi l'opportunité de pousser votre coup de gueule et de dire ce qui ne va pas en politique en RDC. Ouais. Revenons au sujet principal. Merci beaucoup. Pour décortiquer précisément la situation sécuritaire, évidemment, sur un fond comme celui que vous venez de décrire, ça peut compliquer les choses, mais la réalité actuelle sur le terrain, quel est l'état de la sécurité de la RDC dans les zones de guerre? Parce que la RDC est en guerre, contrairement à ce que certains peuvent penser ou peuvent affirmer.
la République démocratique du Congo est en guerre dans sa partie Est. Quelle est la situation actuelle sans trop tenir compte de l'état politique à Kinshasa ou ailleurs? On en parlera après, la relation entre l'ambiance politique et la situation sécuritaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, le temps des fois que l'on parle de problèmes du Congo, il y a des sujets énervants. Il y a des idées qui nous énervent, nous qui sommes Congolais, qui connaissons la souffrance de nos frères qui sont au pays. Et des fois, ça nous amène même à ne pas laisser certaines choses passer inaperçues. On en fait mention. Et aussi, vous parlez d'une chose, elle vous ramène au moins 10 derrière elle. Mais revenons à nos moutons, revenons à notre sujet, comme vous veniez de le dire. La sécurité du Congo, et plus particulièrement dans sa zone Est, reste toujours à désirer. Toujours comme au début, les gens se font hacher à l'arme blanche comme à l'arme à feu dans l'Est du pays. Plus particulièrement dans l'Ituri, à Bunia, au nord Kivu, dans la zone de Bunagana et Rutshuru, mais aussi au sud Kivu, plus particulièrement dans les hautes moyennes, dans les hauts et moyens plateaux de l'Itombwe. Malheureusement, on en a toujours parlé, on en a suffisamment parlé. À quelques moments, à un certain temps dans l'espace comme ça, l'Union européenne, les Nations unies et d'autres acteurs des grandes forces à l'international en ont parlé, mais de passage. Il y a toujours eu des rapports rédigés par-ci, par-là, malheureusement, toujours gardés dans les tiroirs. Des acteurs censés les utiliser pour mettre fin au cauchemar de la vie du Congolais. Laissez-moi commencer par, si vous le permettez, l'état de siège instauré dans le Nord Kivu, dans le nord du Nord Kivu, si je peux dire comme ça, donc dans l'Ituri et dans la zone de Bunia, si je peux dire, si je peux commencer comme cela. La mise en place de cet état de siège était de sécuriser la zone là parce que les tueries qui se faisaient en ce temps-là, les personnes qui en perdaient de vie, bien sûr, des biens aussi, a été en ce temps-là à un niveau intolérable. Malheureusement, avant l'état de siège, pendant l'état de siège et après l'état de siège, le bilan a été, il est et il restera négatif, en tout cas et nul. Quand nous consultons des personnes, des acteurs sur place, ils nous disent que d'ailleurs, la situation s'est empirée. Les tueries n'ont fait que doubler. Et alors, on se demande, à quoi sert cet état de siège? Durant cet état de siège, le président Félix Tshisekedi a fait appel à l'armée ougandaise. Parce que quand on parle de l'Ituri, quand on parle de Bunia, quand on parle de cette zone-là, donc le nord du Nord Kivu, on parle des ADF.
Donc, l'ADF qui n'est donc un groupe terroriste ougandais qui opère, depuis des décennies dans l'est du Congo. Et alors, quand le président Tshisekedi signe des accords avec l'Ouganda ou bien avec Museveni, je ne veux pas revenir sur la façon dont ces accords devaient se faire dans la légitimité, parce que d'aucuns les traitent, je ne sais pas, un peu bizarre, d'être bizarre, parce que ce sont des accords qui se font entre deux personnes. Bien sûr, ils sont présidents de pays, mais selon la Constitution, ces accords violent la Constitution de la République démocratique du Congo, parce que toute opération militaire sur le sol congolais doit être approuvée par le Parlement congolais, chose qui n'a pas été le cas. Et alors, l'armée ougandaise est venue disant qu'elle vient prêter main forte aux FARDC pour mettre fin désormais, éliminer catégoriquement les ADF. Ça n'a pas été le cas. Ils ont dansé sur deux jambes dès le début et petit à petit, aujourd'hui, nous les retrouvons sur une jambe. Et peut-être, je m'indignerais de dire que leur présence sur le sol congolais porte un agenda caché. En dehors de venir traquer les ADF, parce que, écoutez, au début, les ADF, bien sûr, menaient des opérations sur le sol ougandais, mais ça faisait des décennies qu'ils n'ont jamais traversé le sol, ou bien la frontière ougando-congolaise, et mené des opérations en Ouganda. Tout se faisait au Congo, sur les têtes de pauvres Congolais. Vous vous souviendrez bien aussi du groupe de Joseph Kony, qui a endeuillé la région avant même ce groupe ADF. Et alors, messieurs, et avec tous nos auditeurs, je voulais commencer d'abord par l'Ituri et descendre petit à petit vers maintenant le sud du Nord Kivu, qui englobe donc la région de Bunagana et Rutshuru. D'abord, quand on parle de Bunagana, il y a des gens, quand ils entendent de Bunagana, voilà, c'est un nom désormais qui est devenu commun dans les oreilles des gens. C'est quelque part au Congo. C'est une partie qui a déjà été occupée jadis par des groupes rebelles, une fois, deux fois, trois fois. Et la question reste alors, que signifie Bunagana pour ces groupes rebelles qui, de la première minute de leur invasion, ne partent que prendre en premier lieu la ville de Bunagana ou bien la cité de Bunagana. Ce n'est pas pour rien. Bunagana est une cité, une petite ville, si je peux le dire, à la frontière ougando-congolaise. Je vous mets en partage avec nos auditeurs voilà une carte qui n'est pas très détaillée, mais qui montre où se trouve Bunagana. Donc, vous avez vu, Bunagana, c'est ici. La frontière entre la RDC, là, ça, c'est une route, ça, c'est la route qui traverse le Congo en venant de Rutshuru, Goma, donc qui contourne Rutshuru, qui descend jusqu'à Goma, qui vient de Goma, en fait. Ouais. Et donc, Bunagana se trouve à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ouais. C'est ça l'enjeu. Vous parlez de cet enjeu par rapport à la situation géographique de Bunagana. Voilà. C'est là. Voilà. C'est-à-dire... Comprendre que Bunagana n'est pas
à la frontière avec le Rwanda, c'est avec l'Ouganda. Bunagana est une zone frontalière ougando-congolaise. C'est pour dire qu'il y a Bunagana de deux parts de la frontière. Il y a Bunagana en Ouganda, il y a aussi Bunagana au Congo. C'est là. Et alors, c'est à des kilomètres vraiment de la frontière rwando-congolaise vers, si j'ai bonne mémoire, la montagne Sabinho, quelque part là, ou facilement venant de Bunagana tout droit, alors on peut maintenant pénétrer dans la zone rwandaise. C'est exactement ce que vous dites. Bunagana, pour aller à la frontière rwandaise, il faut aller jusqu'au volcan Sabinho. Voilà. Le volcan que vous voyez sur la petite photo qui apparaît là. Ouais. Je vous laisse continuer sans la carte, mais il était important, effectivement, que je puisse corroborer géographiquement ce que vous étiez en train de dire sur Bunagana. Voilà. Vous pouvez poursuivre. Je voulais préciser pourquoi, quand ces rebelles viennent au Congo, quand ils attaquent le Congo, normalement, ils viennent de cette région-là. Jadis, ils venaient du Rwanda et directement, ils occupaient certaines montagnes qui sont entre Bunagana et le Rwanda, dans ces trajets-là, donc les Tchanzu, le Runyoni et le Kwa, tout consort, ce sont des collines qui sont beaucoup plus proches du Rwanda alors que de l'Ouganda, comme Bunagana est beaucoup plus proche de l'Ouganda que pas plus que du Rwanda. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Deuxième point qu'il faut prendre en considération, c'est que Bunagana se trouve le bureau de la DGA, donc la douane, qui fait entrer, en tout cas, de grandes sommes d'argent par mois, parce que c'est une frontière entre deux pays, une frontière, je vais alors mentionner, dire, une frontière commerciale. Il y a toujours des marchandises qui transitent la frontière de deux sens, dans les deux sens. Donc, une frontière qui permet, comment le dire, l'import et l'export de marchandises. C'est-à-dire, vous allez noter que c'est vraiment une zone, c'est vraiment une partie économiquement stratégique pour les rebelles et leurs menteurs. C'est-à-dire, avec le 2 mois et demi que le M23 a déjà occupé Bunagana, leurs revenus se compteraient à des millions, je vais dire des millions d'ailleurs, des millions de dollars pendant ces 2 mois et demi. On parle de 6 millions de dollars par mois. Voilà. Seule recette douanière et fiscale et tout. Voilà pourquoi Bunagana est beaucoup plus stratégique pour le M23 et le Rwanda son menteur. Ça, c'est de 2. Le M23 a comme base arrière l'Ouganda et le Rwanda. Mais ici, il y a une nuance que nous avons voulu expliquer dans la dernière émission et à laquelle je voulais faire une petite mention parce que les gens se demandent si Bunagana n'est aucunement à la frontière rwando-congolaise et que c'est la ville maintenant stratégiquement occupée par le M23. Pourquoi maintenant on accuse le Rwanda et non pas l'Ouganda dans cette bêtise? J'ai multiples réponses face à ceci et la première, ce serait que dans cette affaire, il n'y a pas l'Ouganda, il n'y a pas le Rwanda. Parce que vous le savez, le M23 a été de fait en 2013
Et en ces temps-là, donc, il y a eu un groupe, et le M23 s'est scindé en deux groupes. Le premier groupe s'est dirigé vers le Rwanda et le second s'est trouvé en Ouganda. Après tout, il y a eu maintenant, je ne sais pas quelle sorte de mésentente entre les deux pays, mais qui ne les a pas empêchés d'être encore de frères et sœurs, parce que vous savez encore une fois qu'ils s'étaient affrontés au Congo quelques années. Si vous suivez bien encore le message du fils du président de l'Ouganda, M. Muhoozi Kainerugaba, il s'est vanté de leur coalition entre les deux pays. Quand il faut envahir, quand il faut faire une énième invasion sur le sol congolais. Et alors, le fait que le M23 se trouve à Bunagana ne voudra jamais signifier que le Rwanda n'est pas le moteur. Alors que l'on parle du Rwanda derrière M23, les gens ne comprennent pas que l'Ouganda se trouve aussi, ou bien a une main mise, une main forte dans cette bavure. Le groupe qui est venu de l'Ouganda, c'est le groupe de Makenga. Or, c'est ce groupe-là qui avait pris fuite vers l'Ouganda, et désormais, il est sur le sol congolais, mais appuyé par le Rwanda, avec de preuves à l'appui. Comme le démontrent certains rapports de l'ONU même. Et alors, ceci va nous amener déjà à croire, pas même à croire avec des évidences à l'appui qu'il y a une certaine coopération, soit directe ou indirecte, des opérations bilatérales, si je peux le dire, entre le Rwanda et l'Ouganda, qui portent appui au M23, c'est-à-dire la base arrière, la première base arrière en tout cas, du M23, c'est l'Ouganda. Parce que déjà, on a démontré que l'Ouganda se trouve des deux parts de la frontière. Et si le M23 est attaqué, si le M23 perd le terrain de Bunagana, la première fuite ne sera pas au Rwanda, ce sera en Ouganda. C'est pourquoi Bunagana est beaucoup plus stratégique. Et directement, ici je vais dire ceci encore. Je l'avais dit dans notre dernière mission. Défaire le M23, pour de bon, en tout cas, ne sera possible que quand la communauté internationale, l'ONU en l'occurrence, devra contraindre l'Ouganda et le Rwanda de ne plus recevoir ces assassins du M23 une fois défaits sur le champ de bataille, au contraire de les saisir dès qu'ils mettent leurs pieds, ils foulent leurs pieds dans ce pays et les donner à la justice congolaise. Monsieur l'ambassadeur, ça c'est un point très important. Parce qu'ils sont sûrs qu'une fois de fait, écoutez, nous allons plier nos bagages, c'est tout, nous rentrons d'où nous sommes venus. Et c'est donc de l'Ouganda. Et alors, il y a des rapports qui sont sortis quelques semaines passées qui accusent les M23 des exactions. Ils tuent des gens et ils les enterrent dans des fosses communes. Les femmes se font violer matin, midi et soir. De pillage systématique de richesses du pays que l'on apporte en Ouganda comme au Rwanda. En tout cas, c'est pourquoi les gens qui n'avaient jamais compris pourquoi tout le temps, quand le Congo est agressé par des groupes qui viennent de l'Ouganda et du Rwanda, leur première tendance est de saisir la ville de Bunagana ou bien la cité de Bunagana. Ça, ce n'était que quelques points parmi tant d'autres que l'on pouvait énoncer pourquoi la ville de Bunagana. En plus de cela, il y a des carrières minières. Là où s'extrait de minerais,
des différentes qualités dans cette zone de Rutshuru, dans cette zone de Bunagana, eh bien, ça profite à qui pendant tout ce temps? Ça profite au Rwanda, ça profite à l'Ouganda, et après de même, on va vous parler, le Rwanda a été présenté sur le plan international comme premier exportateur de certaines matières qui ne se trouvent même pas au Rwanda, qui ne se creusent pas même au Rwanda. Voilà. Et alors, ils ont toujours voulu maintenant descendre vers Rumangabo, et après Rumangabo, Goma, mais Dieu aidant, ils sont bloqués désormais à Bunagana, mais l'information que nous avons présentement est qu'il y a une certaine préparation qui s'est faite au sein des FRDC pour lancer maintenant des opérations de grande envergure afin de libérer cette zone-là, parce qu'il n'y a pas de Congo sans Bunagana, il n'y a pas de Congo sans Rutshuru. Aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur et à tous les auditeurs, vous savez qu'il y a un grand nombre de Congolais qui ont pris fuite vers l'Ouganda. Et aujourd'hui, ils en payent le prix le plus cher. D'aucuns disent qu'il y a infiltration du M23 dans les camps de ces réfugiés-là, où l'on vient saisir des jeunes garçons, les ramener à Bunagana pour servir au compte du M23. D'aucuns disent que l'Ouganda a voulu déplacer ces réfugiés vers une destination beaucoup plus lointaine de la frontière. Ces réfugiés s'en ont opposé, attendant qu'il y ait une piste propice leur permettrait alors de rentrer chez eux, chose qui leur serait facile une fois qu'ils cantonneraient tout au long ou bien beaucoup plus proche de leur résidence de l'autre côté de la frontière. Donc, ils se sont opposés à cette idée-là de les amener à des kilomètres, à des centaines de kilomètres, parce qu'ils ne veulent pas cette vie-là qui leur est imposée, la vie de réfugiés. Voilà un peu de mots ce que je pouvais dire de Bunagana, de Rutshuru et du Nord Kivu, un peu de mots. Alors, sur ce sujet, excusez-moi de vous interrompre, un peu, j'ai des questions qui partent de ce que vous venez de nous affirmer, des affirmations très fortes et qui ont des conséquences pour la bonne compréhension, bien sûr, de la problématique, mais aussi qui peuvent avoir des conséquences géographiques, plutôt diplomatiques. Vous dites que Bunagana n'est pas à la frontière avec le Rwanda. Nous le savons géographiquement, Bunagana est plus au nord, un peu éloigné de la frontière ou du point de rencontre des trois frontières entre le Congo, l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire au volcan Sabyinyo. Alors ça, c'est un. Ça veut dire quand même que le M23, géographiquement, n'occupe pas un territoire proche du Rwanda, qu'il est plutôt adossé au territoire ougandais, à la frontière même entre la RDC et l'Ouganda. Ça veut dire que le M23 a d'un côté les FARDC qui veulent reprendre Bunagana, et puis à côté, il y a bien sûr le territoire ougandais où le M23 va et vient, où les soldats du M23 peuvent aller dans les camps de réfugiés congolais en Ouganda, recruter, menacer, tuer à la limite, pour forcer les réfugiés à rejoindre les rangs de ce mouvement rebelle. Et vous dites aussi qu'entre-temps, eh bien, le trafic frontalier continue sur la route de Rutshuru, Bunagana, Kasese, Kisoro, l'Ouganda en général. Donc, le trafic continue. Si le trafic se poursuit, il se poursuit. Normalement, ça devrait être entre deux pays souverains, entre la RDC et l'Ouganda. Aujourd'hui, ça se fait entre le mouvement rebelle M23 et l'Ouganda. C'est ce qu'on peut dire.
d'après vous, est-ce qu'il suffirait d'un claquement de main, des doigts plutôt, de Museveni et de l'Ouganda pour que la guerre se termine aujourd'hui? Parce que, à mon avis, le territoire congolais est occupé. Et pour moi, la République démocratique du Congo est occupée même sur 5 cm. Bunagana, ce n'est pas que 5 cm, c'est un endroit stratégique qui est en hauteur où, quand on est là, on domine la situation. Tout ce qui vient de RDC, on voit, et tout ce qui vient d'Ouganda. Est-ce que cela, d'après vous, peut se faire? Est-ce que l'occupation de Bunagana peut se faire sans l'assentiment ou sans le soutien même, disons les choses, le soutien actif des autorités de Kampala? Vous pensez que cela est possible? Merci de la question, monsieur l'ambassadeur. C'est une question, en tout cas, beaucoup plus nécessaire que nous les éclaircissions à nos auditeurs. J'en ai parlé même, d'une façon directe ou indirecte, et j'ai dit que Bunagana est beaucoup plus stratégique pour le M23 d'une façon, du point de vue militaire, mais aussi stratégique. Parce que vous savez, comme vous veniez de le dire, si ces gens n'avaient pas le soutien de l'Ouganda, le M23 n'aurait même pas duré. Donc, la guerre du M23 dans cette cité de Bunagana, ou bien même les 2 mois de conquête, le M23 ne serait plus là. Je l'ai dit, c'est parce qu'ils savent que derrière eux, ils ont toute une porte ouverte. La seule chose qui, comme je le répète encore, comme je l'ai dit, une des choses capables d'éliminer directement et de mettre fin à ces exactions répétitives, ce serait d'abord de convaincre le Rwanda et l'Ouganda de ne plus jamais recevoir ce rebelle une fois que les FARDC montent en force et qu'ils sont obligés de fuir. Parce que vous savez, en 2013, et même avant cela, le temps de fois qu'ils ont perdu de victoire sur le champ, au Congo, leur direction a toujours été au Rwanda, leur direction a toujours été en Ouganda. Donc, le rôle à jouer, le rôle de Museveni, le rôle de l'Ouganda, le rôle du Rwanda, je pense que avant toute autre solution, celle-ci serait la première envisageable. Aussi bien qu'ils ont comme base arrière, CM23 ont base arrière l'Ouganda et le Rwanda, écoutez, la victoire des FARDC ne sera que temporaire parce qu'ils vont partir en Ouganda, se réorganiser et revenir encore une fois. Sécuriser nos frontières rwando-congolaises, ougando-congolaises, bien sûr, nous les voulons bien, mais nous n'aurons pas de soldats à positionner à chaque mètre de la frontière. Donc, il faut qu'il y ait une coopération diplomatique, militaire, stratégique avec les 2 pays. Et ça doit être gagnant-gagnant. Ils ont des rebelles chez nous. Nous avons des rebelles chez eux. Je vais aller plus loin, monsieur l'ambassadeur, et je m'excuse de mon idée. C'est mon idée à moi. Hein. En tout cas, la voie des Grands Lacs n'en a rien à faire avec. C'est mon idée à moi. Il y a une personne, parce que c'est tout simplement parce qu'il n'est pas possible. Mais à l'heure où nous sommes, avec des millions de gens que nous avons déjà perdus au Congo, et que le Rwanda s'en fout de nous, l'Ouganda s'en fout en tout cas de nous, si moyen il y avait, le Congo devait aussi armer les ADF, leur donner de bases arrière et les envoyer en Ouganda. La RDC devait armer
de toutes les façons accompagner les FDLR jusqu'au Rwanda. Pour qu'ils consentent maintenant, pour qu'ils sentent maintenant ce que le Congo a senti depuis plus de 10 décennies. Et comprendre que la sécurité de deux frontières de part et d'autre devait s'assurer par les deux voisins et non laisser le tout sur le dos du Congo, servir de base arrière, mais pas seulement de base arrière, mais servir aussi d'oppresseur. Voilà, telle devait être ma question, ma réponse à cette question-là. Donc, je répondis à votre question disant que le rôle de l'Ouganda, mais pas seulement l'Ouganda, mais aussi le Rwanda, serait beaucoup plus majeur et d'une importance capitale. Un, à refuser l'asile à ces rebelles une fois de fait sur le champ de bataille, de les saisir, si jamais était le cas qu'ils ont pris asile dans leur pays, et le remettre à la justice congolaise, parce que sans justice, monsieur l'ambassadeur, nous n'aurons jamais la paix dans nos pays des Grands Lacs. C'est une chose que le Congolais, les habitants du Rwanda, les habitants de l'Ouganda, les habitants du Burundi, tous ensemble, attendons désespérément. Voilà, ça c'est un noyau vraiment pour la sécurisation de nos pays. Laissez-moi, parce que le temps est maintenant, quand même, voyons un peu, voilà, le temps est parti, je peux parler un peu du Sud Kivu. Je sais que vous aviez encore des questions à me poser, monsieur l'ambassadeur. Moi-même, j'avais aussi beaucoup encore à dire sur le Nord Kivu, parce que c'est là que tous les yeux sont fixés, tous les esprits sont là. Mais juste une petite question quand même sur le Nord Kivu et l'Ituri. Ouais. Je veux dire, le Congo par rapport à l'Ouganda et au Rwanda, qu'est-ce qui empêche les autorités congolaises de prendre des mesures fortes? Par exemple, revenons un peu à Bunagana, il y a donc un mouvement rebelle à la frontière avec l'Ouganda. Il y a ensuite la frontière Goma-Gisenyi. Si on veut mettre fin à une situation de guerre permanente, en ce moment précis, qu'est-ce qui empêche, comme le Rwanda l'avait fait il y a 3 ans, à l'égard de son voisin du Nord, l'Ouganda. Rappelez-vous, juste au début de la période du Covid, le Rwanda avait fermé la frontière avec l'Ouganda. Et cela dure jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il reprochait à Museveni d'aider des rebelles rwandais qui n'étaient pas armés en Ouganda, parce qu'il reprochait donc à Museveni d'apporter un soutien direct ou indirect ou de propagande à un mouvement rebelle rwandais. Et le Rwanda l'a fait de façon radicale. Il n'y a plus un seul camion, une seule voiture, tout était fermé. Plus de trafic. Aujourd'hui, vous pensez qu'en fermant par exemple la frontière à Gisenyi-Goma, de la part du Congo, si on veut vraiment limiter, et à Bunagana, la partie contrôlée par la RDC, est-ce que vous pensez que ça pourra apporter quelque chose de nouveau? Parce qu'il y a encore la zone des volcans. Est-ce que la RDC est capable de contrôler cette partie de son territoire? Après, on revient directement. On ne va pas trop développer cette partie, mais c'est une question qui vaut la peine d'être posée. Parce qu'on va peut-être revenir à la même situation dans le sud du Kivu. Vous pouvez vous adresser aux deux questions en même temps. Merci de la question, monsieur l'ambassadeur, mais c'est une question pénible à répondre. D'abord, je vais vous dire que cela ne servirait à rien. Vu les enjeux géographiques. Fermer la frontière de Russie, excusez, la petite et la grande barrière de Goma, qui relie les deux villes, donc la ville de Rubavu et la ville de Goma, ne servirait qu'à la souffrance de nos pauvres citoyens qui vivent
le long des deux frontières et qui font des petits commerces de part et d'autre pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Et se rebellent quand ils entrent au pays, ils ne passent pas par ces frontières-là. Ils passent absolument par de frontières naturelles, quelque part dans des forêts. Vous savez, il y a vraiment, comme nous l'avons démontré sur la carte là, il y a une très longue distance depuis la frontière Bunagana, depuis Bunagana à la frontière rwando-congolaise. Et il serait en tout cas un peu beaucoup plus difficile de placer à chaque mètre de ces kilomètres-là un soldat avec une arme à la main, avec une arme à la main, pardon. Et jamais. Sécuriser, c'est ce que je venais de dire. Sécuriser votre pays de votre côté, alors que de l'autre côté, on ne travaille pas à la sécurité, on travaille pour l'agression. Je ne sais pas si les gens me comprennent ce que j'ai dit ici. Donc, de l'autre côté, de ce côté-ci, vous vous battez pour la sécurisation. De l'autre côté, là, on travaille pour l'invasion. C'est une chose qui demande beaucoup de stratégie. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un. De deux, il faut compter sur l'infiltration au sein de notre appareil sécuritaire au Congo. Mouzé Kabila, Laurent, l'avait dit lui-même, paix à son âme. Il disait, nos institutions sont infiltrées des orteils à la tête. Étaient infiltrées en ces temps-là et aujourd'hui, beaucoup plus infiltrées que jadis. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous armez une personne pour aller combattre le rebelle d'IM-23, vous lui faites une machine de communication avec les FARDC, mais c'est cette machine-là maintenant, c'est cette radio-là dont il se sert pour donner maintenant l'information au M23. Vous lui donnez l'arme pour aller combattre le M23, il se sert de cette arme-là pour en trouver 5 qu'il va vendre, sinon pas au M23, à d'autres groupes qui travaillent avec le M23. 3. Le manque de patriotisme, donc je m'indigne de le dire, au sein de nos FARDC. Nous avons des officiers et des sous-officiers qui gagnent leur vie dans cette situation d'infiltration, qui vendent des armes, qui coopèrent avec le M23. Et puis, il faut savoir que nombre de ces officiers aujourd'hui au sein du M23 étaient hier officiers dans nos FARDC. Donc, du point stratégique, il y a quelque chose. Il faut un grand travail au sein du... Donc, je l'avais dit dans une de nos émissions, qu'il faut d'abord désinfiltrer l'appareil sécuritaire du Congo. Et puis, passer à la restauration. Mais désinfiltrer et restaurer une armée, ça signifie aussi maintenir la maintenance de cette armée. Il faut qu'il y ait un bon salaire pour cette armée-là. Il faut qu'il y ait de l'armure. Donc, il faut travailler sur le social du soldat congolais. C'est pourquoi, monsieur l'ambassadeur, et avec tous nos auditeurs, ce n'est pas à dire que les FARDC se rangeraient derrière les armées faibles du continent. Non, non. Si vous voyez toutes ces années
que les FARDC se sont combattus contre les groupes armés, ils ont montré de quoi ils sont capables. Et il faut noter, faisant allusion à tout ce que je venais de dire, certains de nos officiers qui ont travaillé avec bravoure, avec patriotisme et volonté de libérer l'Est du Congo, ont fini par des assassinats. Ici, je fais mention du général, au général Baouma, au célèbre Mamadou Ndala, pour ne citer que cela. Voilà, donc il y a toute une série de choses d'abord qu'il faut faire avant d'être sûr que l'on peut sécuriser l'Est du Congo. Malheureusement, qui pour y travailler? Aujourd'hui, alors que l'Est du pays se déchire, les fils et filles de l'Est du pays se font égorger en dizaines, jour par jour, le président congolais est dans les airs. Le président congolais est dans des fêtes. Je dis bien, par exemple, la semaine passée, si ce n'est pas la semaine passée, donc ça a été la précédente, le président congolais, avec tout un groupe en tout cas, du gouvernement congolais, s'est trouvé à Bruxelles dans une fête de son cousin. Un président avec toute une équipe du pays qui abandonne le main entre tout un pays dans le main de rebelles pour aller fêter. Les détournements des fonds aujourd'hui au Congo, monsieur l'ambassadeur, se comptent pas en milliers, pas en centaines, mais en millions. Les rations même de militaires se détournent. Ces militaires qui n'ont pas de soins médicaux appropriés. Et alors, ça me fait pleurer ça, quand je songe à tout ça. Donc, nous, à la tête du pays, dans des institutions nationales, excusez-moi, nous n'avons que des jouisseurs et des prières, des opportunistes. Au lieu de travailler sur la sécurité du pays, ils ne font que grossir leurs poches. Voilà, ça c'est une chose en tout cas qu'il faut travailler sur pour la sécurisation du Congo. C'est pourquoi je vous ai dit... Mombeza, comme vous l'aviez suggéré tout à l'heure, effectivement, le temps que vous avez souhaité utiliser pour cette émission, eh bien, malheureusement, il est passé. Ouais. Nous allons sans doute y revenir dans une autre partie sur la même question, quand vous le voulez. Aujourd'hui, nous en arrêtons là. On a compris quand même qu'il y a un sérieux goulot d'étranglement dans les prises de décision en République démocratique du Congo dû à plusieurs raisons. Il n'y a pas que celles que vous avez mentionnées. Le pouvoir de Félix Tshisekedi a sans doute ses responsabilités, mais il y a aussi ses prédécesseurs, il y a ses opposants qui ne font pas nécessairement mieux. Il y a toute une... Le silence. Voilà, il y a des impuissances. Il y a des impuissances. Le silence, monsieur l'ambassadeur de la communauté internationale, l'inaction de l'ONU. Exactement, ou même de certains Congolais qui passent leur temps à se vilipender, à s'insulter, à s'accuser mutuellement, alors qu'il y a un agresseur qui est occupé à occuper justement une partie du territoire congolais. Nous y reviendrons dans la partie qui suivra. Aujourd'hui, je vous remercie vraiment d'avoir parlé avec votre cœur. Celui qui va vous critiquer pour avoir osé dire des choses, eh bien, celui-là, c'est parce qu'il ne veut pas entendre votre vérité. Or, nous, à la Voix des Grands Lacs, sans prendre parti, sans cautionner nécessairement vos analyses, parce qu'il y a sans doute des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, qui concernent peut-être même la politique interne, la politique intérieure congolaise. Mais vous l'avez fait, vous avez dit votre vérité, mais vous nous avez surtout aidé à comprendre la problématique géopolitique de votre région d'origine et de la souffrance des populations de notre région commune des Grands Lacs, à l'est du Congo, à l'intérieur de RDC, mais aussi à l'est
dans les pays voisins, parce que les populations rwandaises et ougandaises souffrent aussi de ce malheur, de cette guerre. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Si vous avez un dernier mot, vous avez encore 2 minutes. Eh bien, merci beaucoup. Je vais les utiliser comme tels. Pour finir avec ce point, vous savez qu'il nous reste en tout cas beaucoup de choses à parler. Je devais parler aussi des forces de l'EAC. Je devais parler de la présence de l'armée burundaise désormais au Sud Kivu. Je devais parler aussi comment le dire, de la présence que nous avons connue les semaines passées du secrétaire d'État américain, M. Blinken. Qu'est-ce que sa présence a rapporté dans la région? Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de tout ce qu'il a parlé, de ses entretiens avec les chefs d'État différents qui jouent des rôles d'une façon directe ou indirecte dans la situation qui prévaut au Congo? Mais pour finir, je voulais seulement, n'est-ce pas, rappeler encore une fois que la sécurité du Congo, la sécurisation du Congo, ce n'est pas un rôle seulement qui doit se jouer par la RDC. Non, non, ça doit être une conjugaison des forces. Ce sont des forces qui doivent se conjuguer. Des forces nationales, des forces régionales, mais pourquoi pas des forces internationales. Voilà, parce que le Congo n'est pas seulement le Congo à lui, le Congo c'est le grenier de tout le monde, le grenier du monde entier, du point stratégique, du point, comment le dire, économique, du point social. En tout cas, le Congo joue un grand rôle et il est le poumon de l'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Et alors, c'est pourquoi le rôle du Congo, le rôle de la région et le rôle de la communauté internationale doivent se mettre ensemble. Et une fois ensemble, je sais que la sécurisation du Congo n'est possible que dans 1 ou 2, 3, 4, comment le dire, minutes, si je voulais le dire, pour ne pas beaucoup être, je ne sais pas comment. Mais voilà, je voulais finir ici. J'invite la communauté internationale de s'occuper de mon pays. J'invite la région, en tout cas, de travailler pour la sécurité du pays. J'invite le gouvernement congolais et pourquoi pas tous les acteurs politiques, les Congolais de bonne foi, le patriote congolais, de nous joindre aussi, n'est-ce pas, dans cette lourde tâche que nous nous sommes donnés. Bien sûr, nous n'avons pas des armes, mais tout ce que nous faisons ici, c'est plus que l'arme à feu. Merci beaucoup de cet entretien, monsieur l'ambassadeur. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Vous venez de faire la liste, en fait, des sujets que nous allons ensemble développer dans la prochaine émission. J'ajouterai 2 aspects que vous n'avez pas cités, à savoir le rôle de la RDC au sein de la SADC. Voilà. Parce que vous savez que le président Tshisekedi est le président en exercice de cette organisation importante. On parlera aussi de la RDC à l'aune du conflit actuel, de la guerre actuelle en Ukraine, par rapport aux 2 puissances, ou à toutes les puissances d'ailleurs, l'OTAN, la Russie, les pays du BRICS et les autres. Le Congo représente quoi et que peut-on attendre de tous ces pays? Vous avez parlé de Blinken, mais on peut parler aussi de Lavrov et des autres responsables russes qui ont tourné autour de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la Russie, en somme, qui n'est pas une puissance à négliger? Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis très reconnaissant que vous acceptiez à l'avance d'aborder ces questions avec nous dans l'intérêt du peuple congolais et des peuples de la région. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.
la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs. Vous écoutez la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs. Radio, ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Vous écoutez la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Grands Lacs. Vous écoutez la voix des Grands Lacs, la voix de la justice et de la